Donc, quelquefois, le buzz sort. C'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la télé, en tout cas pas dans voilà, ces termes-là. En disant, moi, je rêve que d'une chose la nuit, c'est qu'il y ait la crise. Oui, mais sur une télé, oui, mais pas sur la BBC. Voilà. Je pense que l'impact, c'est la BBC, et que d'autre part, comme il y a une crise et que les internautes cherchent le vilain trader, ils l'ont trouvé. Le vilain trader, et il est formidable. Très vilain depuis l'affaire Kerviel. Hein, donc, voilà. en plus, Mais simplement, ce qu'on oublie, c'est qu'il a dit aussi qu'il conseillait aux épargnants de faire attention, qu'ils allaient tous perdre de l'argent, qu'ils allaient être ruinés, et il a critiqué Goldman Sachs, mais tout le monde le critique, Goldman Sachs, c'est très bien vu de critiquer. Donc, cette partie-là de son intervention n'a pas été mise en avant. On l'a vu simplement comme le salaud intégral qui a envie de se faire de l'argent sur la ruine de l'Europe et la fin du monde. Alors Thibault, on parlait tout à l'heure des Yes Men, Emmanuel en parlait dans son sujet. On a un exemple de canular de ces activistes, si vous ne savez pas trop, vous connaissez pas trop les Yes Men. Je ne sais pas pourquoi L6 s'apprête à passer un reportage sur les Yes Men, étant donné qu'on a dit dans le reportage que Rastani et les Yes Men non confirmés ne fait pas partie de l'organisation. Donc, mis à part apporter de la confusion, ce reportage n'a rien à faire ici. Vous allez voir que ça ressemble quand même pas mal à du Alessio Rastani. Oui, les internautes ont cru mardi toute la journée au début que c'était les Yes Men qui étaient à l'origine de tout ça. Or, qu'ont en commun George Bush, Claude Goasguen, Patrick Balkany s'être fait piéger par les Yes Men. On a ressorti des images de novembre 2005 où le maire de Levallois, Patrick Balkany, répond aux questions, soi-disant, d'une chaîne américaine et déclare qu'en France, il n'y a pas de misère, que les pauvres vont très bien. Oui, monsieur, regardez. Dans les villes américaines, les pauvres sont partout. Ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue ? Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe. Il y a des foyers d'accueil parce que en hiver, en France aussi, il fait froid et il n'est pas question de laisser dehors les gens qui sont dans la misère. Donc nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Du pain béni pour les Yes Men. Alors ce genre de canular, évidemment, on en avait beaucoup entendu parler à l'époque. Ce genre de canular, on s'en méfie de plus en plus. Comment est-ce qu'on fait? Là, par exemple, sur l'histoire, alors c'est pas un Yes Men, mais sur l'histoire d'Alessio Rastani, le gouvernement espagnol même s'est fait piéger, Gilles. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont réagi. Ça me paraît naturel. La BBC, c'est la voix, c'est pas la voix de l'Amérique, mais c'est la voix de la Grande-Bretagne. Donc quand la BBC dit quelque chose, tout le monde la croit, tout simplement. Comment on se protège contre ce genre de choses, les Yes Men, les groupes d'activistes comme ça, il y en a quand même de plus en plus. Je pense que vous-même, vous êtes dans une grande chaîne et que vous vérifiez la qualité de vos invités. Et donc je pense que les invités doivent aussi vérifier la qualité de leurs interlocuteurs. Mais d'un côté, on ne croit pas les médias, on en doute, on les accuse d'être vendus, soit à Sarkozy, soit à des grandes fortunes. Et de l'autre, dès qu'un média est là, on se met à genoux, on se pomponne et on se précipite sur le plateau. La preuve, je suis là. Alors, Fabrice, il y a quand même un truc, évidemment, sur ce dossier de la crise qui squatte tous les plateaux télé et les studios radio et la presse écrite depuis des mois et des mois. Sur ce dossier de la crise, en plus, comme on passe son temps à interviewer des experts, etc., on entend tout et rien aussi. C'est-à-dire qu'après, il faut faire un tri. Comment est-ce que les internautes peuvent faire le tri sur des dossiers qui sont assez nébuleux pour eux, finalement? Comment faire le tri entre les différentes paroles des experts? C'est-à-dire que oui, on entend un économiste qui va nous dire blanc, un autre qui va nous dire noir. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ans. Les économistes l'ont dit eux-mêmes, ils sont là pour prédire. Et prédire, il y a une chance sur 2. Donc ce ne sont que des prédictions. Leur parole est d'ailleurs beaucoup moins crédible aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu venir la crise des subprimes, par exemple. On commence à y prêter attention quand ça concerne notre vie quotidienne. En fait, quand par exemple on entend Alessio Rastani dire attention, tout votre argent va disparaître des banques, vous n'aurez plus rien sur votre compte en banque. Je pense qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus attentifs au marché financier. La preuve, le buzz qui est parti hier sur cette vidéo, je pense qu'il y a 5 ans, le buzz serait pas parti pareil, surtout en France. Sur une vidéo
avec une personne qui parle anglais, je pense que ça serait parti beaucoup moins vite. Là, c'est en quelques années, le web s'est quand même beaucoup fortifié, et donc les buzz partent beaucoup plus facilement. En tous les cas, dans l'économie et dans la finance. Mais surtout, Gilles, vous êtes il y a d'accord, un problème, c'est que aujourd'hui, les gens ont peur parce qu'ils voient les grandes banques qui peuvent s'effondrer. Donc, ce qu'il dit, votre argent peut disparaître. Aujourd'hui, moi, je suis client de la Société Générale et journaliste, pas trop bête peut-être. J'ai quand même été stupéfait que la Société Générale baisse de 30% et qu'on dise qu'elle peut s'arrêter. Encore une fois, merci de confirmer les propos de Rastani, étant donné que les grandes banques ont ces derniers temps beaucoup de difficultés. Elles ont perdu beaucoup de valeur sur les bourses. Donc si jamais les banques s'écroulent, bien évidemment, les gens perdront leur argent. Alors que moi, j'avais l'impression que c'était un établissement financier qui n'aurait jamais de problème vu sa taille. Ouais, donc je comprends très bien que l'internaute qui n'est pas journaliste, qui zappe beaucoup, etc., il voit ça, il se dit « Waouh !» D'une part, ce qu'il dit, c'est pas sympa, et puis d'autre part, au secours. Alors les banques, ça peut disparaître comme ça, et donc ça renforce cet effet de panique que les médias renforcent tous les jours avec leurs titres. Et ça a démocratisé tout ça. On a 40 petites secondes, Thibaut, pour lancer la dernière vidéo qui est plutôt marrante, qui peut aider à démocratiser d'ailleurs. Comment lutter? Qu'est-ce qu'un plan de rigueur? On essaie de vulgariser souvent sur Internet pour savoir comment ça se passe. L'économie, ce n'est jamais simple. Alors une journaliste et un chercheur ont dégainé une vidéo, diffusé une vidéo de Playmobil pour décrypter quel rôle jouent les plans de rigueur, comment ça marche. Regardez. Donc je vais abréger nos souffrances parce que le reportage sur le Playmobil, on n'en a un peu rien à faire. Mais pour continuer cette vidéo, j'aimerais revenir sur une des affirmations principales de Rastani, à savoir que Goldman Sachs dirige le monde. Puisque sur les 13 premières minutes de reportage d'LCI, il n'en a pas du tout été question. Or LCI avait invité en septembre 2010 un journaliste du Monde qui s'appelle Mark Roche. Ce journaliste est un envoyé spécial à Londres. Il est un spécialiste de la finance. Et il sortait à cette époque un livre qui s'appelle La Banque. Et de quelle banque voulait-il nous parler? Goldman Sachs, bien sûr. Donc je vous laisse avec le reportage. Bonjour à tous, dans toutes les histoires, il faut un méchant, et dans la grande histoire de la crise financière, le méchant numéro 1, le Dark Vador de la crise, c'est une banque. La banque Goldman Sachs qui a gagné des milliards en jouant en gros sur l'effondrement des uns et des autres. Cette banque, elle nourrit tous les fantasmes. Alors le journaliste Marc Roche a décidé d'en avoir le cœur net. Bonjour Marc Roche. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant du Monde à Londres et vous signez donc cette enquête intitulée La banque chez Albin Michel. Pour qu'on se rende compte d'abord Marc Roche, Goldman Sachs, ça représente combien d'argent gagné par an ou par jour? Oh, c'est énormément d'argent. On ne le sait pas d'ailleurs, puisque la banque est très secrète quant à ses résultats, mais c'est énormément d'argent. Elle ne publie pas ses comptes, elle publie ce qu'elle veut bien publier. C'est-à-dire elle publie des comptes globaux, mais qui ne nous disent pas l'importance de ce qu'elle gagne au niveau de la spéculation. Alors soyons clairs, justement, c'est une banque d'affaires strictement, il n'y a pas de guichet. Il n'y a pas de guichet, il n'y a pas d'enseigne, vous ne pouvez pas aller déposer vos économies chez Goldman Sachs. Ouais. C'est une banque d'affaires qui est présente dans tous les métiers financiers, à savoir autant le conseil aux entreprises, aux États, que la spéculation sur les matières premières, que les hedge funds. Alors vous racontez comment ça fonctionne en interne, c'est assez intéressant. On lutte beaucoup dans cette banque contre ce qu'on appelle l'endogamie, c'est-à-dire le fait que, en gros, les personnes restent trop longtemps en poste et chaque année après Noël, il y a les cadeaux de Noël et puis ensuite il y a la grande lessiveuse. 10% des effectifs sont remplacés chaque année. Absolument. Goldman Sachs estime que sinon les gens se fossilisent dans leur situation et à part ceux qui sont les meilleurs et qui rapportent le plus d'argent, 10% des effectifs au sommet comme au niveau intermédiaire sont licenciés pour créer du sang neuf. Alors ceux qui rapportent beaucoup d'argent, ils en gagnent beaucoup également. Combien gagne le big boss qui s'appelle Lloyd Blankfein? 60 millions de dollars. Un trader peut gagner facilement par an 10 à 15 millions de dollars. Un bon trader sur le pétrole, par exemple, c'est là que se font... Absolument. Et aussi, il faut bien savoir que c'est un système simple en fait.
vous rapportez de l'argent, vous gagnez beaucoup d'argent, d'où l'incitation à la prise de risque. Oui. Cela dit, tout est contrôlé parce que quand on prononce le mot trader en France, on pense à Jérôme Kerviel. Vous dites là-bas, un cas Jérôme Kerviel, c'est pas possible. C'est pas possible parce que contrairement à la Société Générale, la culture de Goldman Sachs est une culture collective, c'est-à-dire que tout le monde est formaté pour travailler au profit de l'entreprise. Donc on évite les stars et on évite les divas flamboyantes. Oui. Et en échange, vous travaillez pour l'entreprise, mais vous travaillez aussi pour votre portefeuille. Parce que si l'entreprise fait des bénéfices, si vous faites des bénéfices pour l'entreprise, vous en serez récompensé par des bonus absolument extravagants. Alors, il n'y a pas de Jérôme Kerviel au cœur de Goldman Sachs, mais il y a quand même un autre Français, un autre jeune Français qui s'appelle Fabrice Tour. C'est un petit génie des produits dérivés, pour faire simple, un petit génie des maths, inventeur notamment d'un produit qui va coûter très très cher à plusieurs de ses clients. On écoute et on découvre peut-être Fabrice Tour, c'était lors d'une de ses auditions. Je dément catégoriquement les allégations de la SEC et je me défendrai devant un tribunal contre ces fausses accusations. La semaine dernière a été difficile pour moi et ma famille. J'ai été la cible d'attaques infondées sur mon caractère et mes motivations. J'apprécie la possibilité de témoigner ici pour répondre à ces fausses accusations. Et je le répète, je n'ai pas induit en erreur les investisseurs, qui étaient deux des investisseurs les plus expérimentés pour ces produits dans le monde. Témoignage très formaté, évidemment, un texte écrit avec ses avocats. Fabrice Tour, il est poursuivi à cause d'un produit qu'il a imaginé, qui s'appelle le produit Abacus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça le plus simplement possible? C'est un produit qui en fait est composé de crédits immobiliers à des ménages subprimes, à des ménages qui ne peuvent visiblement pas rembourser leur crédit immobilier, des ménages modestes. Alors ce que fait Fabrice Tour, il met tout ensemble et puis il saucissonne et il vend ça à des banques. Ce que les banques qui ont acheté ce produit ne savaient pas, et d'où la perfidie de son témoignage, c'est que derrière le dos des banques acheteuses, M. Tour spéculait contre ces produits en disant mais surtout il ne faut pas acheter ces produits. Donc le client était perdant, Goldman Sachs était gagnant et Fabrice Tour était gagnant. Alors ça résume bien les pratiques générales de Goldman Sachs. En gros c'est ça, on dit aux clients d'acheter des produits pourris et en secret on parie sur l'effondrement de ces produits. C'est ça pour faire simple. Et le grand argument de défense de Goldman Sachs, c'est de dire tout ça n'a rien d'illégal. Et c'est vrai. Alors, Goldman Sachs dit que ça n'a rien d'illégal, mais ils ont quand même eu deux grosses amendes. L'une à cause du produit de M. Tour, Abacus. Donc ils ont eu les autorités de régulation américaines et britanniques qui leur ont imposé une amende. Oui, mais enfin, vous dites grosse amende, 550 millions de dollars, ça représente 14 jours de profit, c'est rien du tout. Absolument, c'est rien du tout. Mais ce qui est important pour Goldman Sachs, c'est qu'ils franchissent toujours la ligne jaune de la moralité. Oui. C'est-à-dire, disons qu'ils sont légaux, à part sur l'affaire Abacus, mais ils sont immoraux. Et c'est cela qui est important. C'est-à-dire qu'en mélangeant tous les genres, en ayant par exemple des analystes du pétrole qui disent le prix va augmenter, puis leurs spéculateurs derrière font la baisse et parient d'énormes sommes à la baisse, Goldman Sachs est gagnant sur tous les tableaux et fausse le jeu de la concurrence et la libre concurrence et du libéralisme économique. Notons également ce que dit Marc Roche par rapport à ce que disait tout à l'heure le journaliste d'Arrêt sur Image, à savoir que pour lui, ce que fait Goldman Sachs est totalement immoral.